Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de la programmation linéaire et nous avons vu jusqu'à présent comment modéliser un problème par un programme linéaire et nous avions vu comment résoudre un problème linéaire lorsqu'on n'avait que deux variables grâce à la méthode graphique. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que un programme linéaire, on peut le mettre sous forme canonique. C'est tout programme linéaire peut être transformé de manière en un programme équivalent qui sera sous la forme d'un problème de maximisation tel que toutes les contraintes seront de type inférieur ou égal et tel que toutes les variables seront positives ou nulles. Et à partir de cette forme canonique, on peut mettre le programme linéaire sous forme normale. Donc le problème qui est sous forme normale, c'est-à-dire que toutes les contraintes seront représentées par des équations qui intégreront donc une variable d'écart. Donc chaque contrainte aura sa propre variable d'écart. Voilà. Et tous les membres droits de vos équations devront être positifs. Et ça, c'est la forme normale. Donc on va s'appuyer sur cette forme normale maintenant pour appliquer l'algorithme du simplex. Alors l'algorithme du simplex, c'est un des algorithmes les plus utilisés en programmation linéaire. Alors bien sûr, il y a des tonnes et des tonnes de variations, d'heuristiques différentes, mais la méthode, concrètement, tient depuis 1947. D'accord? Avec George Dantzig. Alors toujours, hein, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc vous voyez que la Seconde Guerre mondiale a poussé à l'innovation. Voilà, et alors on va voir la méthode du dictionnaire, mais ensuite peut-être qu'on regardera ensemble aussi la méthode des tableaux, parce que ça peut, généralement les étudiants peuvent la préférer. Voilà. Alors, l'algorithme du simplex, en soi, il est quand même assez complexe. D'accord? Donc on va regarder une version atténuée, j'ai envie de dire, de l'algorithme du simplex. Et on va considérer qu'on a toujours une solution initiale qu'on peut déterminer de manière triviale, c'est-à-dire que le point 0, 0, dans nos exemples, sera forcément une solution de base réalisable. D'accord? Alors, ça, c'est pas vrai en toute généralité. D'accord? Il existe une infinité de problèmes pour lesquels le 0, 0, enfin mettre toutes les variables à 0, ne constitue pas une solution réalisable. Donc, c'est pour ça que l'algorithme du simplex, normalement, il est plus complexe, parce qu'il y a une phase où on va déterminer une solution initiale. Nous, on va s'en abstraire de cette phase-là, parce que ce qui nous intéresse, c'est le déroulement de l'algorithme. Alors, concrètement, vous avez un programme linéaire. Et, ça c'est en entrée, et en sortie, vous aurez une solution optimale pour ce programme linéaire. Alors, quand je dis une solution, je dis bien une solution. C'est pas un ensemble de solutions. Il peut exister plusieurs solutions optimales. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est retourner une solution optimale. Donc la première étape, c'est de placer le problème sous forme canonique. Ensuite, on place le problème sous sa forme normale. On va déterminer une solution de base réalisable, d'accord, grâce aux variables d'écart. Alors ça, on va revenir dessus. On va reformuler les équations. Le membre gauche seront les variables qui sont en base. On verra ce que c'est. Et les membres droits seront des expressions qui n'utiliseront que des variables hors base. Alors on va voir ce que c'est que en base et hors base, ne vous inquiétez pas. Ensuite, tant que nous n'aurons pas atteint la solution optimale, on va prendre une de nos variables, qui est en base, on va la faire sortir, on va déterminer une variable hors base qui va devoir rentrer, et on va réaliser une opération de pivotage. C'est-à-dire trouver une expression qui permet de remplacer la variable entrante en l'exprimant grâce à la variable sortante. Et d'étape en étape, on va déterminer la solution optimale.
Alors on va dérouler directement l'algo sur un exemple. D'accord? Donc rappelez-vous, j'ai un programme linéaire qui est sous forme normale. Donc on voit très clairement ici qu'on avait notre programme linéaire. D'accord? Donc on a sur la première ligne notre fonction objectif. Les lignes 2, 3 et 4, on a nos contraintes. Et sur la dernière ligne, on a la liste de nos variables qui sont toutes positives ou nulles. Quand on est passé de la forme canonique à la forme normale, on a inséré des variables d'écart. Donc les variables E1, E2 et E3. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si on le souhaite, on peut les intégrer dans la fonction objectif, avec un coefficient de 0. D'accord? Ça revient exactement au même. Mais comme ça, au moins proprement, on a toutes nos variables qui interviennent dans notre fonction objectif. Alors, on va chercher tout d'abord une solution de base réalisable. Donc, pour trouver une solution de base réalisable, on va affecter la valeur 0 à toutes les variables de notre problème, sauf les variables d'écart. D'accord? Donc, ça revient à dire que x1 vaut 0, x2 vaut 0, x3 vaut 0, x4 vaut 0. Et ça, c'est ce que je vous disais. D'accord? On considère que c'est une première solution et que cette solution-là, elle est possible. C'est-à-dire, on considère que x1 peut valoir 0, x2 peut valoir 0, x3 peut valoir 0 et x4 peut valoir 0. Il y a des cas où ça n'est pas possible. Mais nous, on considère que le point qui correspond géométriquement à ces 4 coordonnées, d'accord? Donc on serait en 4 dimensions, vu qu'on a 4 variables, est possible en 0, 0, 0, 0. Voilà. Alors, en faisant ça, en mettant toutes nos autres variables à 0, ça va nous permettre de trouver une valeur pour notre variable d'écart. Donc, ici, vous voyez qu'on a 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4 plus E1 égale 42. En mettant x1, x2, x3 et x4 à 0, on en déduit quoi? Que E1 vaut 42. On en déduit que E2 vaut 17. Et on en déduit que E3 vaut 24. D'accord? Donc, les variables d'écart auxquelles on a donné une valeur seront les variables qui sont en base, qui sont dans la base. Les autres variables qui correspondent aux variables x1, x2, x3 et x4 ont une valeur de 0 et pour le moment, elles sont hors base. Voilà. Donc, une solution de base réalisable qu'on va pouvoir considérer au tout départ, c'est la suivante, c'est placer 0 pour x1, x2, x3, x4, E1 égale 42, E2 égale 17 et E3 égale 24. Donc vous voyez que chaque variable possède une valeur et notre fonction objectif vaut 0. Si je reviens sur notre problème, 7 fois 0, ça fait 0, plus 9 fois 0, ça fait 0, plus 18 fois 0, ça fait 0, plus 17 fois 0, ça fait 0, plus 0 fois 42, ça fait 0, plus 0 fois 17, ça fait 0, et 0 fois E3, 24, ça fait 0. Donc au départ, notre fonction objectif est initialisée, enfin vaut 0. Alors, maintenant qu'on a ça, on va réexprimer chacune de nos équations de sorte à avoir comme membre gauche notre variable qui est en base. D'accord? Donc je vous ai dit au départ, les variables qui sont en base, c'est les variables pour lesquelles on a affecté une valeur. Donc E1, E2 et E3. Comment on va faire? C'est très simple. Hein. On va juste faire passer la majorité des éléments qui sont membres gauche à droite. On conservera juste notre variable d'écart sur la gauche. Ça va nous donner E1 est égal à 42 moins 2x1 moins 4x2 moins 5x3 moins 7x4.
Et donc, notre problème peut être reformulé de la manière suivante. On a toujours notre fonction objectif, d'accord, qui est exprimée cette fois-ci en fonction des variables qui sont hors base. On a nos équations qui sont exprimées avec comme membre gauche les variables qui sont en base et qui s'expriment uniquement à droite, en membre droit, avec des variables qui sont hors base. Et à partir de là, maintenant que notre algorithme il est initialisé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une boucle, dans la boucle de notre algorithme, où à chaque étape, si on n'a pas trouvé la solution optimale, on va tenter de réaliser une opération de pivotage, c'est-à-dire qu'on va déterminer une variable hors base qui va rentrer dans la base, on va déterminer une variable qui est dans la base qui va sortir de la base, et on va les échanger. D'accord? On va les faire rentrer et sortir. Alors, la variable qui va entrer en base. Alors, déjà, quand on va déterminer les variables qui vont entrer en base et qui vont sortir en base, on va utiliser des conventions. D'accord? Donc, pour déterminer quelle est la variable entrante, celle qui est hors base et qui va rentrer dans la base, on va sélectionner celle qui a le coefficient positif maximum dans la fonction objectif. D'accord? Ça, le fait de sélectionner le coefficient positif le plus grand dans la fonction objectif, c'est ce qu'on appelle le critère de Dantzig. Donc c'est le créateur de l'algorithme qui a remarqué que ce critère-là, pour sélectionner la variable qui allait rentrer, était le meilleur en pratique. Alors, le meilleur en pratique, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de meilleur critère. On pourrait sélectionner un autre critère qui nous permettrait de converger plus rapidement. C'est possible. Mais ce qui a été remarqué, c'est que sur les instances industrielles, les vraies instances qui nous occupent, qui nous intéressent dans la vraie vie, eh ben, ce critère-là était extrêmement efficace. Donc l'usage veut qu'on conserve ce critère. La variable sortante, alors là, c'est celle qui va correspondre à la ligne, à l'équation, qui va contraindre le plus la variable entrante. Alors vous allez voir ce que ça veut dire. La variable entrante, déjà. Donc vous avez vu que, là dans notre fonction objectif, j'ai des variables qui sont hors base. Sur la gauche, j'ai mes variables qui sont en base. Je vais donc déterminer une variable hors base qui doit rentrer dans la base. Et je vais déterminer une variable qui est dans la base, qui va sortir de la base. Le critère de Dantzig, c'est le coefficient positif le plus important dans la fonction objectif. Donc, le coefficient positif le plus important, c'est 18, et donc c'est x3, la variable qui va rentrer dans la base. Et à partir du moment où on sait quelle est la variable qui va rentrer dans la base, on va pouvoir déterminer quelle équation va contraindre le plus la valeur de x3. C'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter la valeur de x3 le plus possible. En faisant ça, il y a une des équations qui va nous imposer que x3 ne pourra dépasser une certaine valeur. Et c'est cette équation-là, donc la première, la deuxième ou la troisième, qui sera celle qui fera sortir sa variable de base vers le hors base. Alors, on sait que toutes les variables sont supérieures ou égales à 0. D'accord? Ça, c'était dans notre programme linéaire. Donc E1, E2, E3, X1, X2, X3 et X4 ont la propriété d'être supérieures ou égales à 0. Quand on a une équation comme ça, on sait que E1 est supérieur ou égal à 0. Ça implique quoi? Ça implique que le membre droit
de l'équation est lui aussi supérieur ou égal à 0. D'accord? Or, on sait que toutes les variables ici, pour le moment, sont à 0. Donc on va se servir de ça pour contraindre le plus la variable x3. Comme 42 moins 2x1 moins 4x2 moins 5x3 moins 7x4 est supérieur ou égal à 0. D'accord? On peut en conclure que 42 moins tous ces trucs-là, c'est supérieur ou égal à 5 fois x3. J'ai juste pris le 5x3, le moins 5x3, et je l'ai fait passer de l'autre côté. À partir de cette inéquation, on sait que x1, x2 et x4, pour le moment, valent 0. Ça veut dire que 5 fois x3 est inférieur ou égal à 42. En simplifiant, ça nous fait x3 inférieur ou égal à 8,4. On était sur la contrainte liée à la variable d'écart E1, pardon. Donc E1, supérieur ou égal à 0, implique que x3 est inférieur ou égal à 8,4. Donc une fois qu'on a fait ça, on va répéter l'opération pour chacune des contraintes, des équations. Et vous voyez que chaque contrainte, chaque équation, va nous dire x3 doit être inférieur ou égal à telle valeur. Et on va sélectionner la valeur qui va le plus contraindre notre variable x3, qui est celle qui rentre en base. Comme vous pouvez le voir, après les calculs, on obtient que c'est la troisième contrainte qui va le plus contraindre la variable x3. Parce que là, tout ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer d'augmenter au maximum la valeur x3, tout en respectant l'ensemble des contraintes. Et si la première contrainte nous permet de monter x3 jusqu'à 8,4, la dernière ne nous permet de monter que jusqu'à 8. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sortir de base la variable e3. Donc maintenant, on sait quelle est la variable qui rentre en base, c'est x3, et on sait quelle est la variable qui sort de base, qui est la variable e3. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les équations qui sont dans notre programme linéaire doivent avoir comme membre gauche les variables qui sont en base. D'accord? Donc, on va modifier l'équation qui avait E3 comme membre gauche pour exprimer x3 en fonction des autres variables qui sont hors base, y compris E3 vu que E3 sort de la base. Initialement, on avait E3 qui est égal à tout ce truc-là. Donc nous, ce qu'on veut, maintenant, c'est avoir x3 ici. D'accord? Donc, on va faire passer E3 sur la droite, donc ça nous fait moins E3. Et le moins 3x3, on va le faire passer à gauche. Ça nous fait 3x3. Donc on a 3x3 égale ce truc-là. On divise tout le membre droit par 3, ce qui nous permet d'obtenir x3. Et donc là, on a x3 qui vaut très exactement 8 moins 1 tiers de x1, moins 2 tiers de x2, moins x4, pardon, moins 1 tiers de e3. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que ça, cette équation qui est exprimée avec comme membre gauche x3, nous donne une expression pour la variable x3. Et donc, vous avez vu que dans notre programme, on avait des x3 qui apparaissaient un peu partout. Or, tous les membres droits, et y compris la fonction objectif, ne doivent s'exprimer qu'en fonction des variables qui sont hors base. Donc, comme on a été capable de réécrire cette équation-là en fonction de x3, on va remplacer ici, ici et là
l'occurrence de x3 par son expression qui est située à droite, qui est exprimée uniquement avec des variables hors base. Alors c'était là, voilà. Donc initialement, pour la fonction objectif par exemple, on avait 7x1 plus 9x2 plus 18x3 plus 17x4. Donc on va remplacer x3 par son expression qu'on vient de calculer ici en fonction des variables hors base. Donc vous voyez que ici, ça nous donne toujours la même expression, sauf qu'au lieu de mettre x3, on a mis son autre expression. À partir de là, on va développer notre calcul. Et on obtient une nouvelle fonction objectif qui est celle-ci. Alors, cette fonction objectif ne s'exprime qu'en fonction des variables qui sont hors base, mais surtout, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a une valeur constante qui est apparue, 144. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est rapproché, on a amélioré la valeur de notre fonction objectif. Alors comment on l'a amélioré? Tout simplement, on a considéré qu'on faisait monter x3 à sa valeur maximum, qui était 8, il me semble. On fait de même dans toutes les autres équations, donc dans la fonction objectif, on a x3 là qu'on vient d'exprimer parce que c'est x3 qui est rentré en base, et on fait la même chose dans E1 et E2, c'est-à-dire que les x3 sont remplacés par le membre droit de la contrainte x3. Et donc on obtient ce programme linéaire-là. Et bien, une fois qu'on a obtenu ça, on n'a plus qu'à continuer notre boucle et répéter les différentes étapes. Alors, à quel moment est-ce qu'on va s'arrêter? D'accord? Là, on va s'arrêter au moment où il n'y aura plus de coefficient positif dans la fonction objectif. Vous voyez que là, on a moins 3x2, on a moins x4, on a moins 6 fois e3. Donc tout ça, ça nous pousserait à nous arrêter. Mais on a quand même une variable, x1, qui reste positive. Donc, on va la faire, c'est elle qui a le coefficient positif, le plus élevé, qui est 1. Donc, on fait rentrer x1 dans notre base. De la même manière, on va regarder quelle est la variable qui doit être sortante. Et là, on se rend compte que, en réappliquant la même méthode, que c'est la variable d'écart E2 qui doit sortir de base parce qu'elle contraint le plus la valeur de x1 en lui imposant d'être inférieur ou égal à 3. Donc la variable qui sort, c'est E2. On prend donc l'équation qui était E2 égale quelque chose et on l'exprime cette fois-ci en fonction de x1. C'est x1 est égal à et on exprime le reste. Une fois qu'on a cette expression-là, eh bien on va remplacer toutes les occurrences de x1 dans notre fonction objectif et dans les autres équations qui représentent nos contraintes. D'accord? On va remplacer chaque occurrence de x1 par le membre droit de notre équation. Et on obtient le programme linéaire suivant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer maintenant? On peut remarquer que notre fonction objectif ne contient plus aucun coefficient positif dans... Enfin, il n'y a plus aucun coefficient positif dans la fonction objectif. Donc ça, c'est un critère d'arrêt et on s'arrête. En s'arrêtant à ce moment-là, toutes les variables qui sont hors base ont une valeur de 0. D'accord? La valeur de notre fonction objectif, c'est 147. Ça veut dire que c'est ça la valeur de la solution optimale. Vous voyez que si on remplace toutes les valeurs de nos variables qui sont hors base par 0, on obtient quoi? On obtient que x1 vaut 3, E1 vaut 1 et x3 vaut 7. Toutes les autres variables sont à 0. Donc, la solution finale qu'on obtient,
c'est celle-ci. C'est le vecteur avec x1 vaut 3, x2 vaut 0, x3 vaut 7, x4 vaut 0, e1 vaut 1, e2 vaut 0 et e3 vaut 0. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand on a une solution pour le problème qui est sous forme normale, il suffit de tronquer la solution en enlevant les variables d'écart pour obtenir une solution pour notre forme canonique. Donc la solution qu'on obtient, c'est x1 vaut 3, x2 vaut 0, x3 vaut 7 et x4 vaut 0. Et c'est ça la valeur optimale de notre fonction objectif. Concrètement, cet algorithme-là n'est pas compliqué à exécuter. Mais vous avez vu qu'il y a de nombreuses étapes de calcul. Et c'est très on peut très facilement se tromper, faire une erreur de signe. Donc faites très attention quand vous allez appliquer les différentes étapes. Il faut vraiment être rigoureux et il faut être très propre lorsque vous allez le rédiger. Les étudiants qui réussissent le mieux à appliquer l'algorithme du simplex, c'est ceux qui arrivent à ne faire aucune rature, à poser les choses proprement, d'étape en étape. D'accord? Voilà. Donc c'était ça, l'algorithme du simplex. Est-ce que vous avez des questions au sujet de l'algorithme? Alors, les gens, avez-vous des questions? Tout est clair? Marie, est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Ça va? Oui. Eh ben, ce que je vous propose, c'est de l'appliquer. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire ensemble un exercice complet. Vous allez prendre un programme linéaire, vous allez me le mettre sous forme canonique, puis sous forme normale, puis vous allez appliquer l'algorithme du simplex. Alors de toute manière, l'algorithme du simplex, toute la description de l'algorithme, se trouve dans le polycopier. Donc vous pouvez vous aider, bien sûr. Attendez que je retrouve juste l'exercice que je voulais vous faire. Donc vous allez prendre ce programme linéaire-là, qui est déjà sous forme canonique. Alors, vous allez me faire l'intégrale avec cet exercice-là. C'est-à-dire, la première chose, vous allez me faire la résolution graphique. Donc faites ça proprement, d'accord? Ensuite, une fois que vous aurez fait la résolution graphique, vous allez le mettre sous forme normale. Une fois qu'il sera sous forme normale, vous m'appliquez l'algorithme du simplex dessus. D'accord? Donc vous commencez par faire la résolution graphique et je vous laisse quelques minutes. D'accord? Et ensuite, c'est Marie qui aura l'insigne honneur de désigner la personne qui nous fera la correction devant tout le monde. Alors ça, c'est trop cool, monsieur. Hein? Ça, c'est vraiment cool. Allez, je vous laisse quelques minutes et puis... Marie, tu as fini ou pas? J'ai fait. Pour la résolution graphique au moins. Oui, j'ai fait. Ouais. Ouais. Tu veux présenter ou tu veux désigner quelqu'un? Honnêtement, je préfère présenter parce que sinon, je vais me faire casser la gueule. Mais je suis nulle Ah, pour présenter, je sais pas sur quoi faire. tu crois vraiment qu'ils sont comme ça? Et pour le moment, vous êtes encore à distance, ils peuvent pas t'atteindre, tu vois, c'est le moment. Ouais. Bon. Non, allez, vas-y, ouais, donc présente-nous ce que tu as fait. Sur quoi je fais? Ah bah, tu partages ton écran et tu fais comme tu veux. Euh, Euh, tu as même Pourquoi? le droit d'utiliser Paint du moment que tu l'utilises bien, pas comme Steven. Je sais pas utiliser Paint, mais on peut essayer. Je sais même pas si j'ai Paint. Si j'ai Paint. Il y a GeoGebra.
que tu peux utiliser. J'ai pas, moi. Oui, mais c'est en ligne. Ah, bah si c'est en ligne, vas-y alors. Ouais, vas-y. Ah, bon, on va faire ça. Attendez que je trouve. Alors, juste pendant qu'elle est en train de regarder pour GeoGebra, je vous explique pourquoi je vous fais faire la résolution graphique pour ensuite vous faire la résolution de l'algorithme du simplex. C'est que vous allez voir que géométriquement, on peut faire un lien entre ce qui va se passer graphiquement et dans l'algorithme du simplex. Donc on va utiliser la solution proposée par Marie pour visualiser les étapes de l'algorithme du simplex. Les L3 maths, vous n'avez pas encore fait l'algorithme du simplex ou vous l'avez déjà fait? Il n'y a pas de L3 maths? Attends, cette blague. Non, elle a jamais fait, monsieur. Ah, d'accord. Parce que je sais que il y a comment il s'appelle voilà, vous voyez, c'est la fatigue. Comment il s'appelle? Mince. Il y a un collègue de maths qui vous donne un projet en L3. Euh, Yann de Michel? Ah non, c'est pas Yann. Ah, ils ont peut-être changé. Non, une personne Non, c'est Patrice Bertaille. non plus. Oh, il est pas si âgé que ça, Patrice. Euh, Ça m'étayait? Non, non, non plus. Euh, Laurent Barré. Non, bah non, bah non, bah non, tout ça, je. Mais non, Ciao. non, non, non. J'ai un trou. Je suis désolé. Luc Miller? Mais non, tout ça, c'est des. euh, Ils sont tous jeunes. Mais attends, c'est pas. Marie-Thérèse? Bah, Marie, c'est pareil, elle est pas vieille. Mais c'est un homme ou une femme qu'on cherche? Un homme, attends. C'est simple, je vais regarder la liste des enseignants. Attendez, je vais vous dire. Pendant que Marie nous fait la. Monsieur Diao? Non, 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 non. Non, c'est un homme blanc, plutôt autour de la soixantaine, assez proche de la retraite. Gabriel Faro? Mais non, mais Gabriel Faro, il est pas Je proche de la crois que c'est le retraite. prof de CM d'analyse du semestre dernier, mais j'ai pas son nom. Ah, vous l'avez pas. C'est pas Bernard quelque chose? Euh, Bernard Bernard Desgroupes. Bernard Desgroupes. Merci. Ah, voilà. Tiens, avec le prénom, ça allait. Voilà, Bernard Desgroupes, et je le vois sur votre ONT. Bah, lui, avant, il faisait un projet en L3. Vous l'avez pas cette année? Non, on l'a eu le semestre dernier en prof de CM d'analyse et certains ils l'ont aussi eu en TD. D'accord, mais du coup, il vous a pas fait l'algo du simplex? Non. Non, ok. Parce que ça, je me souviens que je présentais l'algorithme du simplex au L3, au L3, et puis j'ai pris une attention particulière pour les L3 maths parce que je sais que les algos, c'est pas forcément votre truc. Et puis j'ai senti une facilité un peu déconcertante. Et en fait, ils avaient déjà eu un TD sur l'algo du simplex, et en plus, ils avaient eu un projet à réaliser, ils avaient dû coder l'algo du simplex. C'était. Voilà. J'espère pas faire ça. Hein. Non, 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 mais moi je vous fais rien coder. Je vous apprécie trop pour ça. Alors,
Voilà. Là, on peut pas colorier, mais je peux vous dire où il faut colorier. Alors, en abscisse, hein, tu as x1 et en ordonnée, tu as x2, hein, c'est ça? Euh, Ok, alors, x1 ici, c'est x et x2, c'est y. d'accord. Ah oui, et puis direct, ça te trace les droites. Ok. Ah ouais, c'est même plus marrant. Hmm. Ouais, bah oui. C'est moins 2y pour la dernière. C'est pas 2y. Non, la dernière, c'est pas. Ah si, c'est 2, pardon. J'ai inversé l'ordre parce Non, que non, c'est bon, parfois, c'est bon. quand tu commences avec un moins, j'avais peur que ça bug. Du coup, j'ai inversé l'ordre, mais c'est la Ouais, même façon. voilà. Donc, ta zone d'admissibilité, là où il y a tous tes points, elle est où? Alors, c'est en dessous de tout, mais il faut tous qu'elles soient positives. Donc, c'est au-dessus de l'axe des abscisses et à droite de l'axe des ordonnées. Donc, c'est. Vous voyez ma souris ou pas? Ouais, ouais. C'est là pour moi. Oula! Non, mais attends, il est pourri, mon exemple, là. Ah, Euh, Attends. Y, x plus 2y égale 6. Et moins x plus 2y égale 2. Oh, on va changer d'exemple. Attends. ah mais non, Bah, qu'est-ce que ça change pour toi? C'est très rapide. C'est pour rien. pour les autres que c'est. Allez, on supprime tout. Non, 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 supprime rien. Attends, 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 attends. On va reprendre mon exercice avec le barman, enfin le brasseur. Il est où? Non, parce que là, c'est bon, effectivement, mais comme ça nous fait un triangle, ça va nous faire très peu d'étapes, et du coup, ça sera pas drôle pour l'algorithme du simplex. Alors, recherche opérationnelle, tac, c'est là. Bon, mais du coup, tu as réussi, hein, donc c'est bien. Hop, hop, hop. Alors, où est-ce qu'il est? Tiens, voilà, on va prendre celui-là. Tu vas juste modifier. Alors, ça ira? Oui, je suis en train de me recopier. Steven, tu fais un Après, screen? Et tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Super. Voilà. Ok. Et tu peux reprendre, repasser ton truc. Donc, bah, on a tout. C'est pas comme ça. Pourquoi ça marche pas? Donc là, c'est x J'arrive pas à égale supprimer. 4. C'est bon. Ok. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est en dessous de toutes ces droites. Et à, Euh, et à gauche pour ouais, l'équation 1, du coup. Donc voilà, c'est ça ta zone d'admissibilité, effectivement. C'est l'espèce de rectangle tronqué. voilà. Voilà, c'est ça ta zone d'admissibilité. Alors maintenant, tu vas nous mettre la fonction objectif en la mettant à 0. Donc 3x plus 5y égale 0.
Voilà, et tu peux pas nous la mettre en rouge? Qu'on voit. Euh, Voilà. ah, Et donc là, bah maintenant, ça, tu vas nous en mettre plusieurs comme ça, mais tu vas faire augmenter la valeur. Au lieu de mettre 0, tu mets égal 1, égal 2, égal 3. Bon, 1, c'est pas beaucoup. Tu vois, tu peux, voilà. Tu peux augmenter de 5. ah. Faut encore augmenter? Bah vas-y, hein, continue. C'est à toi de faire ta résolution graphique là. Ah, C'est toujours en intersection de ton espace, donc c'est bon. hmm, ok. Toujours, c'est bon. 40, ça va être trop. Ouais, 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 t'as 38 dépassé là, déjà. tu vois. Euh, Essaye 36. à pile. Wow! Voilà. Tu les mets en rouge, s'il te plaît, ces contraintes-là? Ah, je vais enlever les deux petites là. Ouais, t'enlèves celles qui sont. Ça marche pas. Si, si, ça marche, vas-y. Pas, elles ont disparu, non? C'est moi qui... Ah, tu les mets en blanc là, je sais pas, il y a un truc. Ouais, j'ai cliqué sur rouge. C'est un problème. Ah, ok. Ah, faut recliquer. Tu cliques, tu Ah, c'est mets le chiant. rouge et tu recliques. Voilà. C'est chiant. Tu cliques, tu Ok. vas là, tu sélectionnes, tu recliques. Voilà. Et la dernière, voilà. Voilà. Oh la pauvre Marianne, mais c'est un sketch quoi. Et encore viré? Ben ouais, mais je pense. Ah, En fait, je pense que comme j'ai pas configuré le truc, il y a quelqu'un qui doit l'embêter. c'est moche. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des segments que tu peux mettre en gras? En gras, J'aimerais bien que le segment en bas et en haut. correspond à l'espace, ouais, ça, tu vois, juste la frontière de notre polyèdre, que tu le mettes en gras. Non, je la mets d'une autre couleur, hein. J'ai fait un truc Voilà. bizarre. Et eux, je les mets... Non, t'as effacé là. Oui, mais attendez. Voilà. Oui, mais ce que j'aimerais, c'est la frontière, pas la fonction objectif là. Les autres. Mais juste Ah, en Y, que de 0 à 6 ce soit en gras, que de 6 à 2 ce soit en gras, que de 2 à, tu vois, juste vraiment le bord. Mais je sais oh, je sais pas pas si faire ça. ça. Steven, tu... Ok, sélectionne, essaye de juste sélectionner une droite. Clique là. Ah ouais, tu peux pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Oui, si j'ai bien compris, en fait, la forme normale, c'est mètre est égal à la place, enfin mètre. Ouais, Transformer le supérieur égal en égal. ouais, Et donc pour ça, en fait, on rajoute, pour chaque contrainte, on va rajouter un E quelque chose. Donc, ouais, voilà. Bon, bah vas-y, fais-le. Partage ton écran et. ah, mais je l'ai fait sur papier, donc je vais Ah peut-être oui, faire une photo. oui, vas-y. Hop, ça arrive tout de suite. Tu l'as envoyé ou pas? Ça arrive, je le fais Ouais, non, avec mon non, téléphone. j'ai cru que tu avais oublié de cliquer sur envoyer et que tu attendais aussi. Donc, ça, c'est le Non, problème, non. la synchrone. Alors, Donc c'est la deuxième partie, hein. ouais, alors. Alors, attends, ça m'a l'air.
Alors, je me mets le programme à côté. Voilà. Donc, alors, 3. Ah oui, ce forme normale, tu l'as mis à droite. D'accord. Ok, donc on a 3x1 plus 5x2 plus 0,1 plus 0,2 plus 0,3. Très bien. Tel que x1 plus e1 égale 4, 2x2 plus e2 égale 12, 3x1 plus 2x2 plus e3 égale 18, avec x1, x2, e1, e2, e3 supérieur ou égal à 0. Parfait. Voilà, donc ça c'est bien la forme normale, hein, les gens. Et donc maintenant, algorithme du simplex. Alors on va trouver une solution de base qui est réalisable. D'accord? Donc pour rappel, hein, les différentes étapes de l'algorithme du simplex, elles sont présentes dans le polycopier. Paul, il a déjà proposé une première solution qui est que il a mis les deux variables x1 et x2 à 0 et en faisant ça, ça lui donne directement des valeurs pour E1, E2 et E3. Donc on a E1 qui vaut 4, E2 qui vaut 12, E3 qui vaut 18. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est donc les variables qui seront en base, ce seront E1, E2 et E3. Et vos variables qui sont hors base, ce seront x1 et x2. Vous devez réexprimer chacune des variables en base en fonction des variables hors base. Donc concrètement, vous reprenez ce que vous aviez pour votre forme normale et vous faites passer x1 et x2 dans le membre droit. Qui souhaite le faire? Ne vous bousculez pas. Bon, Paul, t'étais bien lancé, on est d'accord? Ouais, mais donc ça veut dire que là, je vais avoir par exemple, pour la première, E1 est égal à 4 moins X1. Pour la première, tu vas avoir E1, ouais, c'est ça. Et Ah, ok, E égale 12 moins 2x2, ouais. Ouais, c'est ça. ok, bah, c'est casse-tâche. Bah, je le fais. Bah, c'est Hop, que de la réécriture, hein, donc là, il n'y a aucune intelligence normalement à ce niveau-là, tu vois, sur la phase de... ah, ça me va, s'il n'y a aucune intelligence. Hop. Donc E2 est égal à 12 moins 2x2, comme vous avez dit. Et donc E3 est égal à 18 moins 3x1 moins 2x2. Mhm. Et il faut remettre les contraintes? Non. Bah, tu les as là, tes Avec- contraintes. Non, mais il faut pas remettre x1, x2, E1, E2, E3. Ah bah non, supérieur à 0. Bah, Non, ça on le supérieur sait, ça on le sait, ça c'est dans le déroulé de ton algo, maintenant on le sait, d'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah là tu dois juste, donc tu exprimes, donc tu as exprimé E1 en fonction du reste, E2 en fonction du reste, E3 en fonction du reste. Il faut remettre au-dessus ta fonction objectif, hein. Ah ok. Z est égal à... Voilà. Et après, on fait quoi? Parce que je suis arrivé un peu en retard, en fait, parce que je croyais que c'était... Alors après, bah, tu vois, tu ne l'aurais pas dit, ça ne se serait pas vu. Ouais. Alors après, tu vas réaliser, tu vas déterminer on va faire une itération de l'algorithme du simplex. Donc, alors ce qui serait bien quand même, Paul, excuse-moi, mais ça serait que tu mettes sous Word ou sous Excel, Ok. et que, Ouais, ouais, sous Excel plutôt, fais Excel, parce que là, ça va être du tableur et on va... Voilà. Alors, une variable par colonne. D'accord? Donc la première colonne, tu mets les x1. La deuxième colonne, tu mets les x2. La troisième, tu mets E1.
etc. Ok, d'accord. Donc comme ça va t'étaler ta formule, mais au moins ça sera bien mis. Voilà. Et il y a ça va jusqu'à E3 Ouais, E3, et ensuite voilà, égal. qui fait. Bon. Oui, bah là tu enlèves ton égal. C'est juste. Et j'ai pas mis le égal. Oui, mais. Oh là là. Ça devient compliqué. Allez. Quand il y aura un moins, je mettrai un moins, mais Oui, c'est oui, pas on va grave. faire ça. C'est des Voilà. plus. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alors, ça, c'est ton programme qui est sous forme normale. On est d'accord? Ouais. Donc tu as x1 plus e1 égale 4. Tu as 2x2 plus e2 égale 12. 3x1 plus 2x2 plus e3 égale 18. Oui. C'est ça? Ok. Oui. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas refaire le même tableau, d'accord? Ok. Mais sauf que, ouais, là où tu es, tu nous marques E1. En dessous, tu nous mets E2. Et en dessous, E3. Donc ça, attends, et tu insères une ligne entre 4 et 5 là. Excuse-moi. Là. Ouais, t'insères une ligne, insérer, voilà. Ligne entière, ouais, Ok. parfait. Et donc, au-dessus, tu vas nous mettre la fonction objectif. Donc, la fonction objectif, elle est de... je l'ai plus. Je peux la voir si vous voulez. Je l'ai prise en photo. La fonction Et objectif, c'était voilà, c'était 3x1 plus 5x2. Donc, ouais, tu nous mets z. Ça, c'était... là, je mets. Ouais, z égale. Voilà. Colonne d'après. Voilà. Là, tu vas nous mettre les coefficients de x1. Donc, Ah, c'est pas aligné. Attendez, on va faire comme ça parce que sinon c'est pas clair. X1. alors, ouais. Ok. Et je mettrai le Z ici. Non, c'est bon, c'est bon. Ce que tu vas faire, regarde, enlève ton z. Insère une colonne avant A. Où Avant A. Voilà. Et maintenant, tu décales ton E1, E2 et E3 un coup à gauche. Je suis- Voilà. Et à la case qui fait l'angle, tu mets Z. Ok. Voilà. Donc ça, voilà. Alors maintenant, tu vois, E1, E2 et E3, ça va être pour tes trois contraintes que tu as dans ta forme normale. Oui. D'accord? Donc là, tu dis, tu avais x1 plus E1 égale 4. Donc maintenant, tu dis E1, c'est égal à... Donc Euh, 4 plus X1. moins... Ouais, effectivement, c'est pas clair de C'est un bon. séparer colonne par colonne. Bon, faut tout côte à côte. Ça nous fait 4 moins... Comme ça. Ouais, voilà. Et donc la ligne en dessous, c'est E1, c'est égal à 4 moins x1. E2, c'est 12 moins 2x2. Voilà. Et E3, c'est 18 moins 3x1 moins 2x2. Voilà. Alors, maintenant que tu as ça, c'est ta première étape de l'algorithme du simplex. D'accord? Ce que tu dois faire à partir de là, c'est trouver dans ta fonction objectif quelle est la variable que tu vas faire rentrer dans la base. D'accord? Parce que pour le moment, x1 et x2 valent 0. Ok. Les seuls qui ont une Et- valeur, c'est mais- E1 qui vaut 4, E2 qui vaut 12 et E3 qui vaut 18. J'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre X et Y parce qu'il y a beaucoup trop de X en fait? C'est pas très lisible, je trouve. Ah oui, Ouais. si tu veux, si tu veux.
Remplace, ouais, voilà. X et tu mets Y, ouais. Merci Marie. Plus on dirait des fois. Et au-dessus, t'as oublié un Y. Voilà. Ligne 7. En effet. Du coup, attends, c'est X, E1. X et X1. Alors, E1, c'est 4 moins X. Ouais. E2, c'est 12 moins 2Y. Ouais. Et E3, c'est 18 moins 3X moins 2Y. Ouais, ça c'est bon. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, tu vas, dans la fonction objectif, nous trouver la variable qui a le coefficient positif le plus élevé. 5, c'est Y. Voilà. Donc, Y, tu nous marques à côté, Y entre en base. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est un petit peu à droite, pour chacune des équations. Ah. Non, encore un cran à droite, sépare un peu. Voilà. Pour chacune des équations, tu vas essayer de nous dire de combien contraint Y. D'accord? C'est-à-dire que tu vas essayer de nous expliquer. Tu sais que le membre droit doit être supérieur ou égal à 0. D'accord? Ça, super égal à 0. Attends, j'étais pas en train de te regarder. Oui, là, tu vois ce que tu as. Tu as trois équations qui est E1 égale 4 moins X, E2 égale 12 moins 2Y, et E3 qui est égal à 18 moins 3X moins 2Y. Or, on sait que E1, E2 et E3 sont supérieurs ou égales à 0. Oui. Donc, ça implique que 4 moins X est supérieur ou égal à 0, ce qui implique Ok, ouais. que 12 moins 2Y est supérieur ou égal à 0, et ce qui implique que 18 moins 3x moins 2y supérieur ou égal à 0. Ok. D'accord. Oui. Donc maintenant, ça, tu vas essayer de nous dire, d'exprimer en fonction de y. Donc tu fais, par exemple, pour le deuxième, là, voilà, tu te mets un peu à droite. Fais la contrainte E2 en premier, parce que là, il y a un petit truc. Donc tu fais 12 moins 2y supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça implique sur y? Ça implique que 12 supérieur ou égal à 2y, Oui. ce qui implique que 6 supérieur ou égal à y. Oui. Donc y inférieur ou égal à 6. Voilà. Tu fais la même chose pour cette contrainte-là, E3. En laissant le X tel quel? Ouais. J'arrive. Je vais l'écrire pour pas faire de... Donc tu fais 18 moins 3x supérieur ou égal à 2y. Et ensuite, tu divises par 2. Ouais. Donc ça te fait 9 moins 1,5x supérieur ou égal à y. Donc y inférieur ou égal à 9 moins 1,5x. Voilà. Et pour la première, est-ce que la première contrainte va contraindre y, je veux dire? Bah non, il n'y a pas Voilà, d'écart. donc là, tu vois, tu peux nous mettre y inférieur ou égal à l'infini, quoi. Enfin, tu mets y non contraint. Ouais, oui, c'est bon. Ok. Alors maintenant, quelle est la... Sachant que x, pour le moment, vaut 0, d'accord? Quelle est la valeur, la contrainte qui contraint le plus la variable y?
C'est là? Ouais. Donc c'est Y. Donc c'est cette contrainte-là, c'est la contrainte E2 qui sort de base. Donc à côté, tu mets E2 sort de base. Voilà. Et donc là, maintenant, tu vas devoir réaliser l'opération de pivotage. Ok. Donc l'opération de pivotage, c'est tu vas maintenant reprendre l'équation sur laquelle tu as ta variable qui sort et ta variable qui entre. D'accord? Donc, attends, je reviens sur... Non, c'est la deuxième. D'accord? Cette fois-ci, c'est... Là, tu as E2 égale 12 moins 2Y. Eh bien, maintenant, tu dois mettre Y égale quelque chose. Euh, Comprends que là, tu as E2 est égal à 12 moins 2Y. ok. Donc, on a Ah, ça vaut plus Avec- 0 là, E2. Ouais, E2 c'était ton membre gauche. Maintenant, tu prends la même équation, tu me la transformes de sorte à ce que ce soit Y le membre gauche. Hum, passer de l'autre côté. Donc, monsieur, Oui, donc 2y égale à moins E2 moins 12, donc y égale à moins E2 sur 2 moins 6. non, là, tu as Y est égal à 6 moins 0,5 E2. Ok. Voilà. Alors, à partir de là, maintenant, tu as la valeur de Y. Tu vois, tu as une expression pour Y, Marie. Oui. Donc, tu vas aller dans ta fonction objectif, dans ta première équation et dans la dernière, et tu vas remplacer les occurrences de Y par ta nouvelle fonction. Mais pour ça, bah, tu me recopies le programme, hein, parce que sinon, on va plus rien comprendre. D'accord? Je recopie le programme, Ouais. c'est-à-dire. Bah, tu... Ça là? Tu mets entre parenthèses De la case A5 à la case euh, B8, de A5 à B8, tu recopies. Ah, sauf que ta case là dans A12, maintenant c'est Y. Tu vois, tu changes la base. Voilà. Ouais, nickel. Alors maintenant, tu recommences. Quelle est la variable qui, dans la fonction objectif, a le coefficient positif le plus élevé? X entre en base. Exactement. juste pour celle de E2. De quoi? Donc, si E2, donc c'était 12 moins 2y, donc ça va faire 12 moins 12, c'est 0. C'est pas 6. De quoi? La deuxième, là, sur la colonne 12. Oui, ben. Donc là, on a 12 moins 2y, donc ça va faire Non, 12 non, non, moins... non, 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 non. Regarde.
on a exprimé cette équation-là en fonction de y. Ouais. Donc maintenant, c'est y égale 6 moins 0,5 E2. Ah, d'accord, d'accord, ok. D'accord? C'est pas... voilà, fais attention. La ligne qui contraint, justement, tu ne fais pas un remplacement. Tu réexprimes. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme modification là, excuse-moi, Marie? Je t'ai vu modifier cette ligne-là, mais j'ai pas compris pourquoi. 18 moins 12, elle a fait 6. Ah oui, d'accord. Donc x inférieur ou égal à 2 plus E2 sur 3. Et pour le moment, E2, il est... On est d'accord que E2 est hors base, donc E2 vaut 0. Donc x inférieur ou égal à 2. D'accord? Toutes les variables qui sont hors base valent 0. Donc pour cette troisième contrainte là, tu vois, tu as x inférieur ou égal à 2 plus machin, mais le machin, le E2 sur 3, bah, il vaut 0. Voilà. Donc, quelle est la variable qui contraint le plus? On t'entend plus, Marie. Vous m'entendez? Ouais. Ok, mon micro a été coupé. Je sais pas si c'est par un participant parce que j'ai pris le message, mais bon. Bref. Du coup, c'est x inférieur ou égal à 2 la Voilà. plus contraignante. Voilà. Donc, Ici, x ça valait 0 parce qu'il est... Mais il n'était pas sorti de la base. ouais, c'est ça. Il était sorti? Bah oui, il était sorti, x. Ah. Mais ça n'a rien changé parce que justement, ça te faisait 6, y inférieur ou égal à 6 ou y inférieur ou égal à 9. Oui, mais à quel moment il est sorti de la base? Mais il est jamais rentré. Il n'était pas encore Ah, rentré, justement. ok, ça marche. Tu vois, les variables qui sont dans la base, c'est tes variables d'écart initialement. Ok. Voilà. Alors, Donc E3 sort de la base. E3 sort de la base. Donc là, on exprime x.
Ah, mais il y a E2. Là, tu as 6, tu as E3 est égal à 6 moins 3x plus E2. Tu vas faire passer E3 dans le membre droit et 3x, enfin moins 3x dans le membre gauche. Allons-y par étapes. Oui. Donc tu as E3, 6 moins 3x plus E2. Ça nous fait 6 divisé par 3. Oh là là. ça te fait x est égal à 2 plus E2 sur 3 moins E3 sur 3. Voilà. Oui. Voilà. Donc maintenant, tu vas réécrire ton programme. Là, x. Voilà. Et là, bah, tu recopies hein, ton... Ouais, voilà. Plus E2, plus... Voilà. Et dans ta fonction objectif, tu remplaces x Oui. par ce truc-là. Donc tu avais 3x plus 30 moins 2,5 E2. Et donc maintenant, ça te donne... Alors là, il faut faire le petit calcul. Monsieur, moi je comprends pas grand chose. Enfin, pourquoi par exemple on n'a pas touché à E1 et Bah, c'est-à-dire quoi, pourquoi par exemple E2 sort non, de mais la à chaque base? fois, on choisit une variable qui va rentrer dans la base et une variable qui va sortir de la base. D'accord? La variable qui rentre en base, c'est celle qui possède le coefficient le plus élevé dans la fonction objectif. D'accord? Ok, Et la variable qui sort de base, c'est celle qui contraint le plus cette variable-là. Donc tu vois, une fois qu'on a écrit le programme, là dans sa colonne E, elle nous a mis x4 inférieur ou égal à 4, x inférieur ou égal à l'infini, et x inférieur ou égal à 2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on déduit par la propriété que nos variables sont positives ou nulles. ok, Et donc d'accord. ça, on le fait étape par étape. Donc après, on décide pas de quelle variable rentre ou sort. Tu vois, c'est juste une application. Donc il se trouve que certaines variables peuvent ne pas avoir d'impact sur la valeur finale de notre fonction objectif. Ok, ok, j'ai compris. Ok, merci. Alors, là, maintenant, Oui. regardez le programme auquel arrive Marie. Est-ce qu'il existe encore, dans la fonction objectif, un coefficient positif ou non? Non. Voilà. Donc on Non. s'arrête. Ok. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les variables Chaque qui fois. sont hors base sont à 0. C'est-à-dire que E2 est à 0, E3 est à 0. D'accord? Ouais. Ok. Ouais. Donc à partir de Ouais. là, Z vaut combien? 36. Ouais. Alors tu vas nous mettre 36. E1 vaudrait combien? 2. Voilà. Y,
Mauvaise case. et x, voilà. Maintenant, alors, donc, mets-nous quand même hein, les noms des variables. C'est-à-dire que tu mets E1 égale 2, Y égale 6, X égale 2, et puis tu mets les Ah, autres variables aussi, tu les mets à 0. Donc Z égale, voilà. tu mets où Bah pareil, en dessous, A? oui, oui, comme tu veux, comme tu veux. Donc E2 égale 0. Ouais. Ok. Donc, la valeur finale, la solution qu'on obtient, d'accord, c'est une valeur de fonction objective qui est de 36. Marie, est-ce que tu peux nous remontrer ton truc que tu avais dans GeoGebra? Ah, j'ai fermé la fenêtre. Oui, mais tu as le screen. Ah oui. Ah oui, voilà. Quelle est la valeur de la fonction objectif à la fin? 36. Ah, bah ça veut dire que qu'on fasse la méthode graphique ou qu'on applique l'algo, on trouve la même solution. C'est quand même rassurant. Oui. Ah oui, c'est bon. Voilà. Graphiquement, c'est beaucoup plus simple. Alors, Oui, il y a le graphique. graphiquement, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a deux variables. Maintenant, imagine, tu as 30 variables. Eh ben, peut-être qu'avec l'algorithme du simplex, ce sera un cauchemar, mais avec la résolution graphique, ce sera tout bonnement impossible. Tu comprends? Oui, oui. Alors, maintenant, attends, Marie-Marie, partage les deux en même temps, là, s'il te plaît. Reviens sur ton Excel, voilà. Et ouvre la photo et mets-le sur la droite, là, de ton écran, s'il te plaît. C'est pas la bonne du coup. Ok. Ouais, voilà, parfait. Alors, attends, je demande le contrôle, mais je clique pas n'importe où, hein, promis. Ouais, j'arrive attendu. Voilà. Alors, au départ, on a une solution qui est de dire que x1 et x2, enfin x1 et y, sont à 0. Donc on est sur ce point-là. D'accord? Moi, ce que je veux vous montrer, c'est le lien entre la résolution graphique et l'algorithme du simplex. Donc, initialement, on n'a aucun x et y sont hors de notre base. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a une variable E2 qui sort de base, et ce qui est intéressant, c'est que c'est y qui rentre en base. D'accord? Et finalement, quand... alors, attendez. Voilà. La contrainte qui contraint le plus y, c'est y inférieur ou égal à 6. Donc, on va faire rentrer y en base, et c'est cette contrainte-là qu'on fait monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était ici, au point 0, 0, et on a dit, bah maintenant, on va s'occuper de y. Donc là, dans le graphique, c'était x2. Et on va le faire monter jusqu'à combien? Autant qu'on peut. Le autant qu'on peut, c'est quoi? Regardez. C'est jusqu'à 6. Vous voyez que là, ce qui contraint le plus, on arrive à 6. En fait, on est en train de réexprimer géométriquement ce qu'on a trouvé, alors dans l'un ou dans l'autre, d'accord? Donc soit on est dans la résolution graphique et on a un lien avec le simplex, soit on est dans le simplex et il y a un lien avec la résolution graphique. Et alors, pourquoi on est monté ici?
Et pourquoi on n'est pas allé dans ce sens-là? Parce que si on avait fait cette augmentation-là, on aurait moins augmenté notre fonction objectif. C'est pour ça qu'on a pris la variable qui avait le coefficient le plus élevé. C'est en espérant qu'on augmente le plus possible. Et vous voyez que l'augmentation, elle aurait été, je ne sais pas si elle aurait été plus faible, 3 et 5, 3 x 4, 12, et 5 x 6, 30, c'est ça? Ouais. Donc vous voyez qu'on augmente beaucoup plus la valeur de notre fonction objectif en arrivant ici. Alors maintenant, une fois qu'on a réalisé cette première étape, on se situe sur ce point-là. La question c'est, quelle est la variable qu'on va faire entrer en base? Et regardez, comme par hasard, c'est la variable x. Et la variable x, elle est contrainte de combien? Eh bien, elle va être contrainte au plus de 2. Donc, on va faire rentrer x en base et on fait sortir une autre variable de notre base. Et on va l'augmenter de 2. Donc, on est sur ce point-là, et j'augmente de 2. Et regardez, hein, parce que 2 c'est ici, hein, c'est de 2 en 2, on arrive sur ce point-là. Et là, donc, vous êtes convaincu que graphiquement, on est arrivé sur la solution optimale. Et à ce moment-là, il n'y a plus de coefficient positif dans notre fonction objectif. Ça veut dire que si jamais on augmentait, on faisait rentrer notre variable en base, on allait diminuer la valeur de notre fonction objectif. Comme il s'agit d'un polyèdre convexe, on sait que en se déplaçant de proche en proche, on va forcément un jour arriver à la solution optimale, et que si on ne peut plus augmenter, c'est qu'on est sur la solution optimale. Donc, comme il n'y a que des coefficients négatifs, on sait qu'on a atteint la solution optimale, et la solution optimale, c'est la valeur qu'on a trouvée ici, qui est donc 36. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un lien entre la résolution, là, par cette méthode-là du simplex, et la résolution graphique. En fait, c'est presque la même méthode, sauf que on s'est déplacé de proche en proche, alors qu'avec la méthode de résolution graphique, on a triché, c'est-à-dire qu'on connaissait la fonction objectif, on l'a décalé, et c'est un problème en fait de trouver l'intersection entre la fonction objectif et les points extrêmes, d'accord? Donc la différence, elle est là. C'est que nous, on a parcouru par la frontière et on a atteint la solution optimale. Voilà. Donc en fait, hein, cette méthode-là, vous pourriez presque l'appliquer graphiquement, c'est-à-dire que quand on est sur la résolution graphique, bah, vous partez du point 0, 0, vous augmentez dans une direction, vous parcourez, tac, 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 jusqu'à ce que vous puissiez plus améliorer les valeurs de votre fonction objectif. Et vous saurez que vous êtes arrivé sur la solution optimale. Et donc en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'algorithme du simplex, vous manipulez des tableaux, des trucs comme ça, des équations, oh là là, qu'est-ce que je fais? Mais finalement, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous balader sur un polyèdre de dimension autant qu'il y a de variables dans votre fonction objectif. C'est juste ça que vous êtes en train de faire. Non, de dimension autant qu'il y a de variables, pardon, dans votre... Voilà. Ça ira ou pas? Monsieur, moi j'ai une question. Oui. Il y a de l'écho. On s'est arrêté parce que c'était des valeurs négatives ou parce qu'il n'y avait plus de x et y? On s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de coefficient positif dans ta fonction objectif. C'est-à-dire Par que si exemple, tu fais rentrer, là tu vois ta fonction objectif ligne 15. Tu vois ou oui. pas? Donc si jamais tu fais rentrer en base E2, E2 pour le moment il vaut 0. Mais toutes tes variables, elles sont positives ou nulles. Ça veut dire que tu n'as le droit que d'augmenter leur valeur.
Mhm. Donc, comme Ouais. le coefficient est négatif, tu ne peux faire que diminuer la valeur de ta fonction objectif. Oui. Eh ben, donc, du coup, on s'éloignerait d'une solution optimale. Oui. Voilà, c'est juste ça. Très bien. OK? Oui, merci. Alors,